Aujourd'hui, on va parler de la femme derrière les lunettes de soleil iconiques et la coupe au carré ultra reconnaissable. Bien entendu, je vais vous parler de celle qui a inspiré le fameux film Le diable s'habille en Prada. Vous le connaissez sûrement, vous en avez déjà entendu parler à mon avis. C'est bien sûr nul autre qu'Anna Wintour, ce nom vous dit peut-être rien, mais c'est clairement l'impératrice de la mode. Depuis qu'elle a pris les commandes de Vogue en 1988, elle n'a jamais arrêté une seule seconde de redéfinir chaque standard du monde de la mode. Alors, installez-vous bien confortablement, prenez un petit thé, un petit café et on va plonger ensemble dans l'univers fascinant de cette légende vivante. Anna Wintour, elle est née le 3 novembre 1947 à Hampstead dans un quartier chic de Londres. Elle est la fille de Charles Wintour qui lui est rédacteur en chef du London Evening Standard et aussi bien sûr la fille d'Eleanor Trego Baker qui elle est une critique de cinéma américaine. Alors autant vous dire que dès son plus jeune âge, elle baigne déjà dans un milieu influent et cultivé, ce qui clairement n'a pas manqué de l'influencer dans ses choix de carrière. Il faut aussi savoir que depuis toute petite, Anna elle montrait déjà un goût assez prononcé pour la mode et bien entendu, comme tout passionné de mode qui se respecte, elle n'hésitait pas à customiser ses vêtements en changeant par exemple l'ourlet de sa jupe qui était l'ourlet de son uniforme scolaire, ce qui ne plaisait pas trop d'ailleurs. Alors clairement c'était une vraie rebelle, même si souvent elle dit que c'est pas tout à fait vrai et pas tout à fait faux. Bien sûr, il y a aussi un personnage clé dans cette histoire, son père, qui est Charles, que je vous ai présenté juste avant, qui lui, il a joué un rôle majeur en lui inculquant l'importance du journalisme de qualité et l'intégrité professionnelle, ce qui clairement, dans ce milieu-là, ça manque crucialement, on va pas se mentir. Et en même temps, il lui demandait souvent des conseils pour son magazine, c'est pour dire à quel point déjà, il connaissait aussi les capacités de sa fille. Anna, elle a fréquenté la North London Collegiate School, une école très prestigieuse, qui est reconnue déjà pour son excellence, mais surtout aussi pour son code vestimentaire assez strict. Et autant vous dire que ça n'a absolument pas arrêté Anna, qui malgré ses règles assez strictes, eh bien, était déterminée à avoir son propre style. À 16 ans, elle a décidé aussi de quitter l'école justement pour se plonger dans le monde de la mode et surtout dans le monde du travail. Alors, il faut reconnaître que c'est un choix quand même assez audacieux, je trouve, pour son âge, parce qu'aujourd'hui, clairement, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui, à 15-16 ans, arrêteraient l'école pour aller travailler. À seulement 15 ans, Anna, elle décroche un job chez Biba, une boutique culte de Londres dans les années 60. Alors, bien sûr, grâce à un petit coup de pouce de son père, mais tout de même, elle a le poste. Alors, Biba, à l'époque, c'était clairement l'épicentre de la mode londonienne et travailler là-bas, c'était un rêve pour beaucoup de personnes. Alors après un passage rapide chez Harrods et quelques cours de mode qu'elle abandonne très vite, disons-le, parce que voilà, soyons honnêtes, la mode c'est inné. Alors c'est ce qu'elle dit en tout cas, c'est pas moi qui l'ai inventé. Elle se lance du coup sérieusement dans sa carrière à ce moment-là. Alors Anna a toujours eu cette croyance que la mode ne s'apprend pas dans les manuels d'école, mais qu'il fallait avoir un flair naturel pour soi. Voilà, pour être très honnête, la mode effectivement ça s'apprend pas vraiment. Elle n'a pas tout à fait tort. Ce qui peut s'apprendre par contre, ce sont tout ce qui est technique de couture, comme moi je vous apprends. Mais par contre, le goût pour telle ou telle pièce, c'est pas facile de l'apprendre. C'est plus ou moins inné effectivement. Par après, elle a enchaîné tout simplement plusieurs boulots. On y reviendra juste après. Et bien sûr, grâce à tous ces petits boulots, elle gagne en connaissances et en expérience. Surtout, retenez bien, dans la rédaction et dans le stylisme. La scène de la mode à Londres était justement à ce moment-là en pleine effervescence. C'était largement influencé par la musique et l'art contemporain. Et Anna Wintour, elle a clairement su prendre le train en marche et elle a su s'inspirer pour ses premières collaborations éditoriales. Après Biba, elle a décidé tout simplement de décrocher un poste chez Harper & Queen, toujours bien déterminée. Ça, c'était dans les années 1970 où elle y a travaillé 3 ans. Mais comme Anna, elle est très butée sur ses idées, la rédactrice en chef d'Harper & Queen et elle ne s'entendent pas trop, elle s'effrite et ça contribue bien sûr aussi au départ d'Anna. Finalement, elle part et New York où elle va déménager et elle va travailler chez cette fois-ci Harper Bazaar où elle va rester que 9 mois seulement. C'est pas fou non plus. Alors elle se fera virer de nouveau par son rédacteur en chef de l'époque, Anthony Mazzola, parce que encore une fois, Anna elle a une vision bien claire et précise de ce qu'elle veut, ça matche pas avec lui et donc il la vire
Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, plus tard, Anna, elle va gagner un prix de tout simplement de meilleure rédactrice en chef face à son ancien patron. Donc je trouve ça assez drôle, le retournement de situation. Alors bien que son passage là-bas il soit assez bref, je pense que New York ça lui a mis un petit coup de boost en termes d'inspiration. Et en 1981, elle rejoint le fameux magazine, le New York Magazine, en tant que rédactrice de mode. Alors bien sûr c'est là qu'elle commence à se faire remarquer avec des choix éditoriaux assez audacieux. Comme vous l'aurez compris, Anna elle a peur de rien clairement, et les codes c'est pas fait pour elle. Mais la personne qui va la remarquer, c'est pas n'importe qui, c'est Alexander Lieberman, qui est le directeur de Condé Nast, qui est le groupe qui détient justement le magazine Vogue. Et spoiler alerte, aujourd'hui Anna Wintour fait également partie de ce groupe. C'est comme ça qu'en 1983, elle devient directrice créative chez Vogue US, où ça se passe pas super bien parce que, encore une fois, la petite rebelle qui n'en fait qu'à sa tête et suit sa propre ligne directrice, ça ne passe pas très bien auprès de ses supérieurs et de ses collègues. Et puis, en 1986, 2 ans plus tard, elle prend les commandes de Vogue UK en Angleterre, donc elle retourne finalement chez elle. Alors c'est là qu'elle va créer des couvertures assez osées, un contenu bien plus tranché, ce qui va faire de Vogue finalement une référence incontournable. Et enfin, en 1988, Anna devient la rédactrice en chef de Vogue US. Elle atteint enfin son rêve ultime. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué de suivre en termes de postes de travail qu'elle a pu avoir, mais en gros, ils sont tous différents d'année en année et clairement, elle a gravi les échelons à une vitesse incroyable. Alors, grâce à son talent et à son audace, bien sûr, elle réinvente totalement le magazine Vogue. Elle va mélanger la haute couture et les célébrités et elle va transformer le magazine Vogue en magazine numéro 1. Elle va tout simplement introduire des couvertures avec des célébrités hollywoodiennes, ce qui va radicalement changer en fait l'image du magazine, parce que eux avant ils se concentraient plutôt sur tout ce qui était mannequin et pas du tout star hollywoodienne. Sa première couverture d'ailleurs c'est celle-ci, celle où elle a fait poser Michaela Bercu et qui est vraiment, je trouve, assez sympa. Alors sous sa direction, comme vous l'avez compris, Vogue devient plus qu'un simple magazine de mode, il se transforme en une institution culturelle, clairement, où différents sujets de société sont abordés comme la politique, les droits des femmes, ce qui finalement élargit aussi son audience et son influence. Bref, Anna Wintour, vous avez compris, elle est aussi douée en créa qu'en marketing, même si elle a encore du travail pour maîtriser la politique correctement. Ce n'est pas que ça non plus, c'est aussi un flair incroyable pour repérer les talents. Et si vous ne le saviez pas, elle a aussi aidé à lancer la carrière de certains créateurs, comme par exemple Marc Jacob. Alors elle a été tout simplement l'une des premières à soutenir Marc Jacob lorsqu'il a remporté le prix Perry Ellis. Et tout simplement, c'est un prix pour les nouveaux talents en 1984. Ensuite, elle a tout simplement aussi aidé d'autres créateurs comme Alexander McQueen, peut-être que vous le connaissez. Alors, elle a été vraiment d'un soutien crucial pour Alexander McQueen parce qu'en fait, elle l'a aidé à financer certaines de ses premières collections et elle a également joué un rôle clé dans sa nomination pour prendre le poste chez Givenchy. Donc voilà. Elle n'a pas été pour rien aussi dans son ascension. Et aussi John Galliano. Alors Anna Wintour, ça a été aussi un soutien incroyable pour John Galliano dès le début de sa carrière, notamment parce qu'il a connu des difficultés financières et elle l'a aidé à obtenir des financements pour sa collection Les Incroyables en 1984, ce qui a été vraiment un moment décisif pour lui. Alors avec tout son palmarès entre guillemets de réussite et son expérience, eh bien elle est également elle-même devenue une mentor pour de nombreux jeunes talents. Elle les guide et aussi elle leur donne tout simplement des conseils sur leur carrière. Par contre, il faut faire attention parce que son soutien, il peut faire ou défaire une carrière clairement dans le monde de la mode. Ça peut aller très très vite et tout peut être très vite chamboulé dès qu'elle ouvre la bouche. Alors en plus de son travail éditorial, Anna, elle s'engage activement aussi dans les actions caritatives liées à la mode et bien sûr, elle démontre vraiment un amour pour les causes humanitaires et sociales. Depuis que le Met Gala il est sous sa direction, c'est clairement devenu l'événement de mode le plus prestigieux et le plus exclusif de l'année. En fait, finalement, ça se passe toujours le premier week-end de mai. Et clairement, cet événement, c'est pas seulement une soirée de fête, on est bien d'accord. Ça sert aussi et avant tout à collecter des fonds
pour le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art à New York pour soutenir les expositions justement de mode. Elle est également cofondatrice de CFDA et du Vogue Fashion Fund. C'est une initiative qui a pour but de soutenir justement les jeunes créateurs et qui leur offre aussi des subventions et des mentorats. Alors elle défend aussi beaucoup la durabilité et l'éthique dans l'industrie de la mode et bien sûr elle encourage aussi les marques et les designers à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement et des travailleurs, donc il y a quand même une belle évolution au fil des années. Alors jusqu'à présent vous pouvez peut-être vous dire mais c'est trop bien, genre pour elle il y a tout qui roule. Anna Wintour c'est pas trop une étrangère des controverses, clairement. Parce que son style de management est souvent assez décrit comme beaucoup trop strict, voire limite impitoyable. Justement, est-ce que vous vous souvenez de ce fameux film Le Diable s'habille en Prada? De base, le film était un livre qui a finalement été transformé en film et il avait été écrit par une de ses assistantes à l'époque. Alors bien que ce soit un film, on est bien d'accord, donc une histoire fictive, il y a quand même popularisé finalement l'image d'une nana très autoritaire et très exigeante. Alors dans le film, son rôle est joué par Miranda Priestly qui est jouée par Meryl Streep et bien sûr certains aspects du film sont exagérés comme je vous l'ai dit pour le cinéma. Mais de nombreux témoignages de ses anciens employés et collaborateurs confirment quand même qu'elle peut être très exigeante et assez difficile à satisfaire. D'ailleurs, je trouve que ce qui est assez sympa, c'est quand elle a été à l'avant-première du film, elle était habillée justement en Prada. Petit clin d'œil. Donc voilà, maintenant il ne faut pas oublier aussi que beaucoup reconnaissent que son exigence, c'est ce qui a permis aujourd'hui finalement à Vogue de maintenir un niveau de qualité exceptionnel. Alors attention aussi que pour Anna, il ne s'agit pas simplement de diriger un simple magazine, mais clairement de façonner finalement la culture de la mode elle-même. Alors elle a été aussi accusée de favoritisme. Alors certains affirment même qu'elle privilégie certains designers et certaines personnalités en raison tout simplement de leur relation personnelle ou professionnelle avec elle. Par exemple, elle a été critiquée pour avoir soutenu Alexander McQueen, en partie parce qu'il était le petit ami de son neveu. Du coup, forcément, il y a des gens qui se posent des questions sur l'équité finalement dans le milieu de la mode. Alors, je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est un monde de requins, pour ceux qui ne le savaient pas encore, et honnêtement, ne vous attendez pas à être accueillis les bras grands ouverts. Il va absolument falloir vous montrer et vous démarquer si vous voulez votre place, et littéralement il va falloir vous battre en fait pour votre place, ou alors vous avez des pistons et dans ce cas là c'est plus simple. Alors par contre je tiens quand même à préciser de mon point de vue que les gens qui critiquent son favoritisme, ce ne sont pas des gens très honnêtes avec eux-mêmes à mon avis, parce que si demain Anna Wintour frappe à votre porte pour vous aider pour votre marque, je serais bien curieuse qui refuserait son aide. En 2020 aussi, en réponse au mouvement pour la justice raciale, Anna Wintour, elle a aussi reconnu publiquement que Vogue n'avait pas toujours été à la hauteur en matière de diversité. Elle a admis que le magazine avait parfois été blessant et intolérant et elle a pris l'entière responsabilité justement de ces manquements et je trouve ça quand même assez bien. Bien entendu aussi, le fait d'avoir reconnu ça a été un moment assez clé dans son histoire parce que ça a clairement marqué une volonté de changement et d'amélioration et depuis, Vogue fait quand même des efforts pour pouvoir diversifier ses couvertures et son contenu, mettant en avant, on va dire, plus de créateurs de talent issus de minorités ethniques et culturelles, même si d'autres pays s'en sortent mieux que les États-Unis, mais en tout cas, on va dire qu'ils font quand même des efforts. Au-delà des controverses, Anna Wintour aujourd'hui, c'est bien plus qu'une rédactrice en chef, clairement, c'est pas une simple rédactrice en chef, c'est aussi devenu une véritable icône culturelle. Alors on lui demande toujours son avis, sur tout, que ce soit les changements de directeur artistique, que ce soit pour lancer des collections, si ça va pas, etc. Donc c'est assez important et son parcours, c'est clairement un exemple de détermination, de vision et de travail acharné avec quand même un poil de coup de pouce, il faut se le dire. Mais tout de même, Anna, elle a prouvé qu'il était possible d'avoir une carrière longue et réussie tout en restant fidèle à ses principes. Elle a inspiré énormément de personnes, tant dans le monde de la mode finalement que dans le journalisme ou encore dans d'autres domaines créatifs. Malgré les défis et les critiques qu'elle a rencontrés sur toute sa carrière, Anna Wintour, elle continue d'être une figure incontournable dans le milieu de la mode. Elle n'est pas du tout abattue. Elle a toujours de nouveaux projets, un engagement perpétuel aussi dans le fait d'avoir une mode plus inclusive et durable. Et bien sûr, elle reste au sommet de son art. Alors récemment, elle a aussi été nommée en tant que Global
éditorial director de Vogue, ce qui confirme sa position de leader et son influence qui continue toujours dans l'industrie. Alors jusque quand elle gardera sa place, ça personne ne le sait à part elle.